Mercredi 26 octobre de l'année 2016, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans l'émission Talk Talk en direct sur LCF City FM si vous nous suivez en matinée. La rediffusion, c'est à 22h30, toujours sur les deux chaînes et sur le www.lcftogo.com partout dans le monde. Ce matin, nous recevons comme d'habitude deux invités pour décrypter l'actualité de ces derniers jours chez nous ici au Togo. Le premier comme pour nom, Maxime Domeni, il est le rédacteur en chef du journal Alternative. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Junior, bonjour à tout le monde, bonjour à mon ami, mon confrère Aboflan. Alors, notre second invité ce matin pour nom, Marc Aboflan, il est le directeur du site d'information Elite Afrique.com. Bonjour Marc. Bonjour Junior, bonjour Maxime et bonjour aux téléspectateurs de l'MCF. Dans la seconde partie, nous serons rejoints sur ce plateau par Rost. Rost est un artiste engagé, analyste politique, il est leader d'opinion, il est le président de Banlieue Active en France, c'est un Togolais d'origine. Il ira nous raconter son success story dans cette émission. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. Les journaux de ce mercredi 26 octobre 2016, nous devons par le journal Le Mania Libéré. Le Mania Libéré de Isaka en cœur ce matin. Le Mania Libéré donc qui titre Sergio Sport crachat dans la soupe. Alors, un instant si vous permettez. Un instant pour qu'on ait le reste du journal. Quelques soucis. Ok, c'est bon. Le journal a été retrouvé finalement. Et Sergio Sport crachat dans sa propre soupe. Eh bien, c'est le vrai titre à la une. Toujours à la une du journal Le Mania Libéré de ce matin. Les putschistes ont mal concocté leur plan le week-end dernier. Dans les cas, c'est également ce matin, forum de la semaine de Dimas Dikodo qui titre Diplomatie Togo-Belgique. Le gouverneur de Namur dans nos murs, dès demain interview, Maître Pacom Igakwa Adjorouvi, franco-togolais proche de Manuel Valls. Avec le président Fogna Singbe, les relations du Togo avec la France s'inscrivent dans une continuité historique. Le messager dans les cas, le messager titre à propos de la venue de Manuel Valls au Togo, et si c'était pour ça? Johnson Kweku Banka, à propos de la 13e Foire internationale de Lomé, nous attendons 900 exposants, dont plus de 70% ont déjà confirmé leur réservation. Par comme Yovi Adjorouvi, un Togolais membre du cabinet de Manuel Valls. Dans les cas, c'est également le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une. Nouveau scandale de la République. Des équipements défectueux et de seconde main acquis pour l'aérogare de Lomé. Le fabricant est analogique et non L3. La machine a été peinturée et remontée L3. Rapport de la LCT Ligue des consommateurs du Togo sur les prestations des banques. Les populations continuent de payer cher des services gratuits. Toujours avec nous ce matin dans les kiosques, l'indépendant express de Carlos Quetzou, le journal titre pour échapper au redressement fiscal, un chef d'entreprise corrompt 4 agents de l'auteur avec 35 millions de francs CFA. Georges Nyasingbe, un pseudo-fils de Yadema, en prison pour escroquerie. Sommet sur la sécurité maritime, la communication présidentielle fait le bilan synoptique. Toujours dans les kiosques ce matin, l'équipe sportive de Aimé Ekpe. Cannes Gabon 2017, l'heure de vérité. Analyse des 4 poules, une compétition des plus costauds. L'alternative est avec nous ce matin, exclusif, équipement douteux acquis au marché noir. La nouvelle aérogare pas à l'abri de risques et menaces. Des documents qui mettent à nu Nyofam et Lata. Bâle avec ses prophètes forts à les siens. Quand Deli Amouzou Diakpa et l'église catholique cirent les pompes à Fort Nyasingbe et au pouvoir RPT unir. Et enfin avec nous ce matin, le journal Le Médium qui titre Corruption et lourdeur administrative à dessein des citoyens abusés par certains agents de la direction de la nationalité. Politique opposition, le quart implose. Maître Paul Dodji à Pévon évincé. Et bien c'est tout pour la une des journaux de ce mercredi 26 octobre 2016. Le jingle annonçant la première partie de l'émission.
Retour ensuite avec nos invités, Maxime Dominier de l'Alternative et Barra Beauflan de l'éliteafrique.com. Rebonjour, chers confrères. Bonjour. Alors, on va parler de cette enquête menée par le journal Alternative sur les équipements de la nouvelle aérogare de Lomé. Exclusif, équipement douteux acquis au marché noir. La nouvelle aérogare, pas à l'abri de risques et menaces. Des documents qui mettent à l'Union Femmes et l'ATA. C'est le titre en manchette aujourd'hui sur à la une de l'Alternative, paru donc hier et toujours disponible dans les kiosques ce matin. Un dossier qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis hier et suscite de vives réactions chez les internautes. Maxime Dominier, vous êtes le rédacteur en chef du journal L'Alternative. De quoi s'agit-il au juste? Oui, justement, il s'agit des équipements qui ont été installés dans la nouvelle aérogare ou hangar, prenez comme vous voulez. Pardon? Je dis aérogare ou hangar, prenez-le comme vous voulez. C'est l'aérogare. Pourquoi parlez-vous de hangar? Il s'agit, oui, mais parce que justement, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir ce que nous avons révélé au sujet des équipements qui ont été installés là-bas. Voilà. Et une infrastructure que vous savez qui nous a coûté des milliards, plusieurs milliards. Vous parlez de 115 milliards, officiellement c'est 75 milliards de francs CFA. Oui, mais avec le calcul, parce qu'après, justement tout ça fait partie de l'opacité qui entoure la chose. Parce que au début, on nous a annoncé un budget, mais à la fin, le budget bien le coût qu'on doit présenter à la fin, ça n'a rien à voir avec le budget initial qu'on avait annoncé. Voilà, donc, bon, j'aimerais commencer comme ça. Avant de publier ces informations, nous avons comme la profession nous le demande, nous avons saisi le ministre des Infrastructures, le président du comité de pilotage du projet de la nouvelle aérogare ou hangar, et nous leur avons demandé de mettre à notre disposition les documents relatifs aux équipements qui ont été installés, les contrats qui ont été passés, et voilà, tous les documents qui nous permettent en fait d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans l'équipement, dans la construction, ainsi de suite, de la nouvelle aérogare. Jusqu'ici, bon voilà, comme nous on ne mérite pas d'avoir des réponses de la part de ces autorités, de ces officiels, ils n'ont pas daigné nous répondre, ne serait-ce que pour nous dire que oui, nous avons reçu vos courriers et que nous sommes en train de rassembler les documents à vos transferts. Ils n'ont pas daigné nous répondre. Je rappelle que quelques semaines plus tôt, le même colonel Lata, qui est le président du comité de pilotage du chantier du projet de la nouvelle aérogare, suite à un article qu'on avait fait sur une inondation, il avait organisé une visite de presse, nous épargnant de cette visite, en tout cas il ne nous a pas invités, nous évitant dans cette visite. Il a organisé une visite au cours de laquelle voilà, il a cru devoir restituer une vérité qui selon lui aurait été tronquée. Maintenant, cette fois que ceux que vous accusez de ne pas avoir dit la vérité, maintenant qu'ils vous approchent, ils vous saisissent avec un courrier. Nous avons publié le courrier dans le journal, vous savez, avec un courrier officiel. Alors, le minimum demande que ces officiels puissent nous répondre. Je vais vous lire un peu un article de la loi, d'une loi qui a été votée il y a 2 ans. Ça dit, les citoyens ont en leur qualité de contribuables et d'usagers des services publics sont clairement, régulièrement, complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. Ils sont mis en mesure d'exercer dans le débat public leur droit de regard sur les finances de toutes les administrations publiques. Et quelque part, à la fin, on dit, je crois que ça doit être l'article 50 qui dit, les détenteurs de toute autorité publique, élus, hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début à la fin de leur mandat ou fonction. Une loi spécifique, bon, je me cite un peu. C'est pour dire qu'en fait, la loi nous donne le droit, en tant que. D'abord, accès à l'information. Maintenant, la loi fait obligation. La loi ne donne pas seulement le droit, la loi fait obligation aux fonctionnaires de rendre de mettre à la disposition des citoyens des informations. Maintenant, nous, il se fait qu'en plus d'être des citoyens, nous sommes des journalistes qui mettons des informations, qui écrivons ou parlons pour l'opinion. Et là, nous avons le droit, doublement le droit, ou bon, mettons-le comme ça, on a le droit d'informer l'opinion. Ils n'ont pas derrière nous répondre. C'est déjà ça. En fait, nous, on a eu des documents. Je vais vous lire des extraits de ce document, des documents qui disent clairement que les équipements qui ont été installés dans la nouvelle aérogare ne sont pas fiables. Je vous lis d'abord la conclusion d'un document que nous avons. La conclusion dit les machines de vision ne sont pas fiables. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est un rapport technique. Oui. Rapport de formation sur les machines à rayon X de la nouvelle aérogare et du nouveau fret. Voilà, dit les machines de vision ne sont pas fiables, ce n'est pas nous qui le disons. Si possible, les remplacer. Sinon, suivez bien, la nouvelle aérogare n'est pas à l'abri des dysfonctionnements dès son ouverture, du moins changer les 2 GDS.
On a dit cette formation a été, c'est une formation, en fait, pour la maîtrise de l'utilisation des matériels. Cette formation a été une formation très théorique. Il n'y a pas eu de simulation de panne pour pouvoir mieux connaître les machines. En principe, selon ce que le document dit, il devrait y avoir des simulations de panne pour savoir comment on réagit dès que surviennent des pannes. Mais qui a produit le rapport en question? C'est un rapport technique que nous avons maintenant. Produit par qui? C'est un rapport technique qui a été produit à la suite d'une formation par des techniciens. Des techniciens qui sont supposés travailler sur ces matériels. C'est eux qui ont fait le rapport à la suite de leur formation. Et ils ont dit par exemple que durant cette formation, il n'y a pas eu de simulation de panne. On dit un générateur hors service lors des essais a été remplacé par un nouveau. On dit par exemple que des machines ont été peinturées. Vous vous rendez compte? Des machines d'une autre marque qui ont été peinturées pour être présentées comme étant de nouvelles machines d'une autre marque. Liberté parle de L3 et d'autres choses analogiques et de L3. C'est clair, oui, c'est ça. Dans sa version d'aujourd'hui. Oui, c'est comme par exemple vous prenez un vieux Samsung à décon. Et vous le grattez, vous mettez Nokia ou bien quoi? Oui, voilà, vous venez remettre de la peinture, vous mettez iPhone 7 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est du faux. Non, c'est du faux. Mais c'est du faux. Qui a fait ce faux? Mais justement, c'est ce que nous avons voulu savoir. En prenant le soin d'interpeller les autorités, le ministre en charge des infrastructures et puis le directeur le président du comité de pilotage du projet, de mettre à notre disposition d'abord les documents et ensuite de nous dire, en fait, on s'apprêtait à leur demander comment ça s'est fait que cette situation est arrivée. J'aimerais quand même faire un parallèle. Rapidement, avant que Marc me parle. Ce scandale rappelle étrangement un autre scandale. Vous rappelez le scandale BIDC? Oui. Avec des machines de 10 milliards francs CFA de l'Inde. Voilà, qui a été emprunté auprès de l'Inde sur un fonds indien déposé à la BIDC. Et on a acheté des matériels qui n'ont pas fonctionné. Des scanners et autres. Oui, on a acheté plein de matériels. C'est vrai que c'est le scanner qui est le plus gros matériel qui a été acquis, mais il y a plein de choses qu'on a achetées et qui n'ont pas fonctionné, mais qui ont fonctionné à peine quelques semaines ou à peine quelques mois. Et personne n'a été sanctionné jusqu'à ce jour. Là aussi, je rappelle que c'est un colonel qui a piloté ce projet. En principe, dans notre société, lorsqu'on en vient à manquer de considération ou bien de confiance envers certains citoyens, on devrait pouvoir en avoir dans nos officiers, parce que comme vous le savez, on dit l'armée c'est la rigueur, c'est la discipline, ainsi de suite. Mais lorsque, tout à l'heure on vient de constater que c'est deux colonels qui ont piloté le projet, mais qui ont révélé ces résultats. Lorsque on n'est même pas capable de faire confiance à nos officiers supérieurs, ça pose des problèmes. Et puis, là on parle de l'aéroport, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être, excusez-moi de le dire, mais peut-être des armes ou des avions, d'autres matériels qu'on aurait acquis sur le marché noir, parce que justement, même le document met en doute l'origine des matériels. Parce que les gens disent en principe, il y a des formations qui auraient dû être faites à l'usine. Avec les machines à l'usine. Avec les machines à l'usine. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors je reviens vers vous, Maxime, je reviens vers vous. Le coup de la parole, Maria Beauflan. Maria Beauflan, vous avez suivi l'article, le dossier réalisé par nos confrères de l'Alternative hier, le dossier qui fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux, très commenté. Il y a de vives réactions sur Internet. Vous l'avez suivi aussi. Alors quelle est votre réaction à chaud là-dessus? Alors moi à chaud j'ai deux réactions. Il est vrai que j'ai lu l'article de l'Alternative et j'ai suivi un peu les développements de mon confrère. La première problématique à poser, c'est que au Togo nous avons un problème sérieux de reddition des comptes. C'est-à-dire depuis que cette nouvelle aérogare a été créée, vous savez, il y a eu a été construite. A été inaugurée. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment sur les fonds qui ont été utilisés, parce que nous savons aujourd'hui de sûr que la société, enfin les deux sociétés chinoises qui ont construit aujourd'hui cet aéroport ont eu à faire beaucoup d'avenants pour pouvoir terminer les travaux. Quel est aujourd'hui l'état du financement qui a permis de réaliser ces travaux-là? On ne le sait pas. Mais nous savons aussi qu'il y a un autre projet en cours pour l'extension de cet aéroport-là qui vient d'être financé également par la Chine. 30 milliards. 30 milliards qui vient d'être financé. Pour terminer l'aérogare. Il y a un problème de reddition, c'est-à-dire aujourd'hui ce n'est pas encore ancré dans l'esprit de nos dirigeants, dans l'esprit des gouvernants, dans l'esprit des hauts fonctionnaires de donner des comptes aux citoyens. J'aurais bien aimé peut-être avoir la source précise, c'est-à-dire comme le souligne mon confrère. Un journaliste ne révèle pas ses sources. C'est ce que j'allais lui dire. Le rapport technique. L'auteur du rapport. L'auteur de ce rapport, ça ce n'est pas en fait la source, mais savoir l'auteur de ce rapport pour savoir en réalité vers qui nous tourner. Mais aussi c'est le lieu d'interpeller les autorités de l'aéroport, parce que puisque par rapport à la dernière sortie du colonel Latanyama et du DG de l'agence de gestion de l'aviation civile, au-delà du DG, du nouveau responsable de la SAT, de M. Nachaba Malik. Voilà, justement. Et par rapport à leur sortie, ils ont dit aux médias qui étaient présents, en tout cas qui étaient prêts
pour toutes les informations, pour toutes les demandes des informations. C'est le lieu pour eux, puisque l'alternative a déjà lancé l'alerte, d'éclairer l'opinion sur ce qu'il en est de ce matériel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre sous-région est sous menace. Et quand on parle de menace, il y a notamment des documents du renseignement ghanéen qui disent que le Togo et le Ghana sont sous menace terroriste. Et si notre nouvel aérogare, qui aujourd'hui fait notre fierté, doit être rempli de documents défectueux, je pense véritablement de pièces de machines. C'est un problème, enfin de machines défectueuses. Et parce que l'alternative dit quelque part dans son article que le scanner de l'aérogare de Lomé n'arrive pas à détecter par exemple un explosif. Oui, ici on dit l'équipement L3 Optes détecte mais n'identifie pas la menace avec exactitude, ne fait aucune distinction entre les explosifs rouges, explosifs verts, pas d'explosifs. On dit encore plus tard que pas possibilité d'activer ou de désactiver la détection automatique d'explosifs. Les familles de produits que détecte l'Optes sont limitées. Ça veut dire qu'il y a des produits, en principe, qui ne devraient pas passer, mais que laisse passer le matériel. On dit d'après les recherches, l'Optes L3 a échoué les tests de certification aux États-Unis et en Europe. Alors, Maxime. Détection peu performante avec un taux de fausse alarme très élevé. Maxime, alors, je suppose que ce rapport a été produit avant que l'aérogare ne soit inauguré. Alors, ce rapport a été produit, a été soumis, a été remis, donc à qui de droit. Et sûrement que ces défaillances ont été corrigées pendant que nous sommes... Oui, mais bon, ça pose quand même un problème. Que ça a été corrigé ou pas, ça pose un problème. Je viens de rappeler tout à l'heure que nous avons saisi les responsables du projet, leur demandant de mettre à notre disposition des documents qui devront nous permettre de savoir si ces défaillances ont été corrigées, oui ou non. Je rappelle, faisant le parallèle avec le BIDC, le projet BIDC, que jusqu'à ce jour, les matériels n'ont pas été corrigés. La preuve, le scanner est là, il fonctionne à peine, parfois 3 mois par an, ainsi de suite. De façon intermittente. Oui, et puis, ce dont on parle ici, ce n'est pas un seul matériel, c'est une série de matériels d'ordre sécuritaire qui sont ainsi défaillants. Rien ne nous prouve à ce jour que ça a été corrigé. Et même si ça a été corrigé, déjà le fait que des gens aient pu avoir le courage, vous voyez, d'aller prendre ces matériels. Parce que l'aéroport, au marché noir. Parce que l'aéroport, ce n'est pas quand même n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle infrastructure. C'est quand même une infrastructure stratégique. Sécuritaire. Oui. Et donc on ne peut pas se permettre, les gens ne peuvent pas se permettre, des gens qui ont la responsabilité d'assumer, les gens qui assument des responsabilités publiques ne peuvent pas se permettre d'aller acquérir ces genres de matériel. Si des gens ont été soumis à des tests ou des gens ont été formés autour de ces matériels, ça veut dire que le matériel a été, ils ont eu le temps d'acquérir le matériel, de les installer et avant de procéder aux tests. Avec des gens, s'ils avaient l'intention de les remplacer, ils auraient pu le faire avant les tests, les formations des gens. Donc ça veut dire que le matériel a pu quand même séjourner un temps à l'aéroport. Et bien on nous dit aujourd'hui que ces matériels ne sont pas encore là, ne sont pas toujours là à l'aéroport. Marc Aboflam, quelle doit être aujourd'hui la réaction du gouvernement face à ces révélations accablantes du journal Alternative? Réaction prompte, c'est de nous donner l'état des lieux aujourd'hui des matériels, parce que comme vous le soulignez, rien ne prouve au jour d'aujourd'hui que ces matériels sont toujours à l'aéroport. Il faudrait que le colonel Lamagnata, qui est aujourd'hui à la tête du comité de pilotage, mais aussi qui est responsable de l'aviation civile togolaise, puisse faire une réaction prompte. On le connaît pour ses réactions presse promptes, puisse faire une réaction prompte pour situer réellement l'opinion sur ce qu'il en est, parce que depuis cette révélation-là, ça fait peur dans le contexte où on est. Maintenant, je suis de ceux qui sont persuadés que vu tous les moyens qui ont été mis en œuvre récemment pour organiser donc le sommet de Lomé, il est possible qu'on ait pu entre-temps changer donc ce matériel ou qu'on ait pu détecter. Enfin, parce que je suppose que ce rapport est en connaissance de qui de droit et donc qu'on ait pu faire les aménagements nécessaires. Mais il est aujourd'hui important de communiquer là-dessus parce que c'est aussi là que le bas blesse. Aujourd'hui, il n'y a aucune de nos autorités, même les ministères, quand vous leur envoyez des courriers, c'est difficilement qu'ils accusent même réception du courrier avant de parler d'une réponse. Il faudrait de la part de ces autorités-là une réaction prompte parce que, comme le dit l'alerte est lancée aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir une réaction prompte de la part des autorités qui gèrent notre aéroport. Mais pourquoi pas ouvrir une enquête? Le Parlement est là, les députés peuvent saisir le gouvernement, bien, peuvent mettre sur pied un comité. Il faut déjà que les enquêtes ont été déjà ouvertes sur le Parlement, sur toutes les révélations. Nous avons parlé de Wassem, nous avons parlé de l'affaire de scanner même du CHU qui traîne depuis. Ce n'est pas que le scanner, tous les matériels acquis dans le cadre du projet BIDC. Le ministre de la Santé est même passé devant les députés pour leur parler de la nouvelle donne qui
qui est de faire la contractualisation des hôpitaux publics. Les députés n'ont pas saisi cette occasion pour ouvrir une enquête parlementaire. Alors, je suis... Donc ça veut dire que ces révélations vont laisser comme ça lettre montre et on va continuer comme ça, on va pas enquêter, on va pas essayer de détecter les coupables et de les sanctionner. Le contournement. C'est que aujourd'hui, pour le gouvernement togolais, la question sécuritaire préoccupe, surtout quand il s'agit des installations que les hauts fonctionnaires de l'État, que le gouvernement même partage avec les citoyens. Et donc, je suis persuadé qu'il y aura une réaction prompte, surtout quand il s'agit de la nouvelle aérogare, il y aura une réaction prompte pour régler, notamment en matière de sécurité, ce qui se passe. Maintenant, il faudrait qu'en aval, on puisse communiquer sur ces différentes positions qui seront prises ou ces différents règlements qui seront faits. Et puis aussi qu'on puisse en arriver à sanctionner ceux qui ont été auteurs de faux, ceux qui sont allés prendre du matériel et qui ont fait de la peinture, qu'on puisse arriver à sanctionner ces personnalités-là. Parce que c'est aussi le problème aujourd'hui. Parce que on a l'impression un problème d'impunité. N'importe qui peut se permettre de faire du n'importe quoi sans, voilà, et même on a l'impression qu'après il va avoir une promotion justement pour avoir fait tout ça. Et c'est là que le bas blesse généralement. Il faut qu'au-delà de régler le problème une fois pour de bon, de rassurer les citoyens sur la qualité du matériel et sur la sécurité que ce matériel peut octroyer aux citoyens. Il faut que les gens qui sont responsables donc, de ce faux-là, si vraiment faux il y a, puissent passer à la classe sanction. Surtout si c'est des officiers. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de présumé coupable parce qu'on n'a pas encore les preuves de ça. Mais s'il s'avère que ce sont des officiers, parce qu'à l'aéroport, quand on parle de dispositif sécuritaire, ce n'est pas seulement le colonel Agnata, mais c'est toute une clique. C'est celui qui a piloté le projet. C'est une clique d'officiers qui gère ça. C'est des officiers qui font le contrôle, ce n'est pas seulement des civils, enfin ce n'est pas des civils pour la plupart, c'est des officiers pour la plupart. Et donc si des officiers qui sont payés, nourris par l'État justement pour assurer notre sécurité en viennent à le compromettre par des faits, il faut que l'État puisse prendre des mesures pour les sanctionner. Rapidement, Maxime, on va conclure rapidement. C'est pas seulement les officiers, mais en fait il faut que les Togolais comprennent que si vous avez une responsabilité publique, en tout cas, vous devez un certain nombre de rectitudes vis-à-vis des citoyens. Parce que j'ai l'impression que des gens prennent les affaires publiques au Togo ici comme, ou bien les affaires qu'ils aient comme le champ de mille de leurs parents, et donc doivent faire, peuvent faire n'importe quoi, personne ne leur dit rien. Et puis tant que l'impunité va continuer par régner dans notre pays, on ne sanctionne personne. Ça fait des années qu'on parle de cette affaire de BIDC, personne n'a été sanctionné. Les contournements, on avait annoncé, on fait partie de ceux qui ont annoncé que les routes ont été mal faites, on nous a crié dessus, on a fini par refaire les deux contournements, personne n'a été sanctionné. Mais on peut citer les scandales à ne pas en finir. Mais personne n'est censé. On a l'impression que, bon voilà, il y a une sorte de complicité, une sorte d'impunité qui est garantie. Et lorsque c'est comme ça, ça ne décourage, ça ne dissuade pas d'autres personnes à faire la même chose. Mais au même moment, on demande des efforts aux citoyens. Parce que lorsque, par exemple, l'OTM met la pression sur les citoyens, c'est pour en fait collecter des moyens pour faire face aux charges de l'État. Maintenant, lorsqu'on collecte ces moyens et que les charges que ces moyens doivent servir à régler, que ces charges sont gérées de cette façon. L'argent, on prend notre argent. C'est comme si on va prendre l'argent auprès de la pauvre qui vend les beignets au bord de la route, auprès de celle qui vend la bouillie, auprès des fonctionnaires, auprès des gens. Et puis voilà, on remet à quelqu'un qui il fait la fête avec ses copines dans le quartier. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut pas à partir d'un moment arrêter l'impunité dans ce pays. Vous savez, lorsque par exemple, lorsque par exemple, rapidement, lorsqu'on parle de MCC par exemple, on prend, il faut devenir Millennium Challenge à compte, on prend un certain nombre de choses, on essaie de donner une bonne figure, de faire bonne mine devant les gens. Il va falloir que on y aille au-delà des textes, qu'on prend au-delà des lois qu'on fait voter, il faut qu'on y aille et qu'on sanctionne vraiment effectivement les gens. Merci Marc, rapidement. Je voudrais faire un point sur la qualité aujourd'hui des personnes qui animent le système parlementaire et qui animent le judiciaire. Parce qu'au-delà, vous savez, c'est l'exécutif qui est visé et j'ai l'impression qu'on s'attend aussi que ce soit l'exécutif. Oui, mais il y a des sanctions administratives d'abord. Mais au-delà de ces sanctions administratives-là, il faut que le judiciaire, depuis quand on parle de ces affaires-là, on n'a jamais, comme on l'entend dans les autres pays, on n'a jamais entendu le procureur se saisir de l'affaire. Mais qui, attends, tu peux supporter plainte contre X. Mais lui, pourquoi lui ne le fait pas? Lui n'est pas pourquoi le procureur à qui l'État donne les moyens de faire ce travail justement ne le fait pas? Non, mais c'est pour interpeller aujourd'hui le système judiciaire sur cette question-là.
parce que quand les journalistes dénoncent, quand les associations dénoncent, il faut qu'à un moment donné, le judiciaire puisse, indépendamment de l'exécutif, se saisir de certaines de ces affaires. On va marquer là que le parlementaire fasse son travail. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que nous payons des députés, qui ne font rien. Qui ne font rien. Merci. On va parler du car, la crise au car, dont on parlait de la fin de la crise du car, puisque samedi dernier, les 36 présidents fédéraux du car sont réunis à Lomé et ont donc décidé de mettre sur pied un comité ad hoc de gestion intérimaire dirigé par Aoukou Nador, et depuis lors, Maître Doudiapé, le président du CAR n'a pas réagi, donc on dit que c'est bon, c'est consommé. Non, il avait prévenu qu'il va prendre acte de ce qui va se passer le samedi dernier. Et après, le samedi, j'ai suivi sur votre chaîne ici même un débat entre des représentants des deux camps, et on n'a pas l'impression que la crise est finie. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et donc, moi, j'ai pas l'impression que cette crise est finie. De toute façon, le CAR va sortir très diminué de cette crise, et puis on voit bien que, bon, voilà, c'est le Nador en question, c'est le Jean qui annonce le retour du Jésus à Gouibo. Ça veut qu'il a fait tout ça pour que, bon, il puisse revenir aux affaires, parce que apparemment il n'avait plus de même mise totale sur Maître Apévon. Et donc maintenant on attend son retour, parce que on a dit que bon, c'est un comité qui va juste gérer les affaires pour un temps. 2 mois organiser les congrès. Et donc voilà, tout le monde attend maintenant que le grand Jésus puisse revenir aux affaires. Nador a beaucoup été clair avec cette réunion qu'il y a eu le samedi dernier. Donc on va essayer de purifier le CAR, le parti, et le CAR va retourner à la méthode à Gouibo qui a toujours fait. Et qui purifie qui qui purifie qui, voilà la question. Mais au-delà, avant de réagir, je voudrais dire que j'aurais bien aimé... je rappelle, dans 3 minutes, notre invité sera sur le plateau rapidement. Mais j'aurais bien aimé qu'on ne fasse pas beaucoup de temps sur des débats comme celui du CAR, où au sein d'un seul parti, les gens se créent des problèmes, les gens veulent aujourd'hui faire un putsch à leur chef d'État pour nous détourner des questions essentielles, parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à débattre des questions de politique intérieure au sein d'un parti, au lieu qu'en réalité les préoccupations des Togolais sont ailleurs. Les Togolais ne veulent pas savoir qui préside aujourd'hui le CAR ou pas. Les Togolais veulent les réformes, les Togolais veulent la bonne gouvernance, les Togolais veulent des questions plus importantes. Maintenant, pour revenir au CAR, je pense que Agboibo a tout mis en œuvre pour mettre KO son parti aujourd'hui, et il est en train de bien réussir. Merci Marc Boffa, merci Dominique. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Derrière la pause, notre invité, Rosta. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour aussi avec notre invité, Rost. Bonjour. Bonjour. Alors quand j'annonce Rost, depuis les gens me disent, mais c'est quoi Rost, c'est quoi, c'est un prénom, c'est un surnom, c'est quoi? Mais moi je sais qu'à l'état civil, on vous appelle Ameu Fofo Adomega. Ça c'est mon vrai nom, mon vrai patronyme, mais mon nom d'artiste c'est Rost. Rost. Alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver son pays d'origine, son pays natal, plus de 30 ans après l'avoir quitté? Parce que ça fait 32 ans que vous avez quitté Lomé, vous avez quitté Lomé à l'âge de 9 ans, le Togo à l'âge de 9 ans, vous revenez au Togo après 32 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait? La fierté parce que, où qu'on soit à travers le monde, nos racines, on a besoin de nos racines. Un arbre sans racines, il tombe. Donc, on a besoin de se ressourcer de temps en temps, de revenir voir ce qui se passe au pays. Moi, je suis de loin aussi ce qui se passe ici. Et d'ailleurs, je voudrais saluer cette belle émission, parce que nous, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Je crois que certains auraient fini dans une fosse déjà depuis bien longtemps. Et donc voilà, et ça me rappelle aussi certains débats que je fais sur les plateaux télé en France. Ouais, Télé Sud, Télé, tout ça là. Voilà, exactement, et où j'interviens beaucoup sur tout ce qui touche à la politique, et donc je suis très heureux de voir que les choses avancent malgré tout. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, comme vous disiez tout à l'heure, mais les choses avancent et c'est encourageant. Alors, c'est qui Rost?
Ah, ça c'est une grande question ça. Moi je suis rappeur, je suis président d'une association qui s'appelle Banlieues Actives. Je suis chroniqueur sur pas mal d'émissions à la télé et à la radio en France. Je conseille aussi les hommes politiques sur tout ce qui peut toucher aux questions d'exclusion et des quartiers populaires en France. Et puis entre autres, voilà, c'était une de mes chansons que François Hollande avait pris pour sa campagne pour les primaires. Et j'avais bossé moi sur sa campagne présidentielle. On va y revenir, on va revenir tout à l'heure dessus. Non, continue. Voilà, bon, globalement, c'est Rost, c'est tout ça. Même les journalistes ne savent plus me présenter, donc. Oui. Alors, votre histoire est surprenante et pleine de leçons. Vous avez quitté le Togo à l'âge de 9 ans. Vous êtes né à Kouma, Adamé, dans le Cloto. Et vous êtes parti, vous avez grandi dans la vallée parisienne, la Villette, c'est ça, si je Belleville, c'est ça. Avant d'aller sur Épinay-Villetaneuse. Alors, vous avez tracé votre route seul et peu à peu, vous êtes imposé pour devenir un grand leader d'opinion en France. On vous a vu, vous faites partie des personnalités qui ont œuvré en 2012 pour la réussite de la campagne de Hollande. Vous êtes proche de Hollande. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil économique et social de la France. Alors, comment vous êtes arrivé là-bas? Bah écoutez, moi quand je suis parti du Togo, j'avais à peu près 8 ans et demi. Je suis allé habiter au Gabon avant d'arriver en France à l'âge de 10 ans. Et quand j'ai débarqué en France, l'image qu'on nous vendait de la France, quand moi j'étais ici au Togo, c'est pas du tout ce que j'ai découvert en arrivant en France. On s'est retrouvé dans un quartier, dans un petit taudis, tout petit taudis où on s'entassait, on était 9 dans une petite pièce, dans un immeuble qui s'écroulait à moitié, et dans un quartier qui était très 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 violent, très violent. Donc au bout de quelques jours, j'ai compris l'environnement dans lequel j'étais. Comme moi, j'ai été séparé très tôt de mes parents, donc il a fallu se débrouiller tout seul, très petit. Donc là, je l'ai retrouvé là-bas, mais dans des conditions pas terribles, donc il a fallu s'adapter. Et j'ai compris l'environnement dans lequel j'étais, et je me suis adapté, mais un peu trop d'ailleurs, parce que j'ai fait ma réputation là-bas, vraiment, dans la rue, et on s'est imposé par les poings, par les armes, parfois, malheureusement. Mais ça a été voilà, ça a été ça. Et puis à un moment, jusqu'au moment où mon pote s'est pris une balle dans l'œil à 2 mm de moi, et c'est moi-même d'ailleurs, j'avais failli mourir plein de fois, et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc après j'ai décidé on a eu la chance que le rap arrivait à ce moment-là en France, et je me suis mis à fond dans le rap. Comme entre-temps j'avais arrêté mes études, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui a été très important pour moi. Vous avez vu le magasin Hyper Cacher qui a été pris en otage quand il y a eu les attentats de janvier. Le gérant de l'Hyper Cacher qui a pris les 2 balles dans le bras, c'est son frère et lui qui m'ont aidé à sortir de la galère à cette époque-là. Et ça a été des gens qui ont été très importants pour moi. Donc des fois c'est aussi des rencontres qui font que vous changez de voie. Mais bon, on est des Africains. Les Togolais sont des gens aussi qui ont quand même un intellect qui est très 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 développé quand même, et je pense que ça nous aide dans tout ce qu'on fait. Et moi je l'ai vu, ça m'a énormément aidé. J'ai plein de potes qui aussi se sont battus pour essayer de s'en sortir, et on a tracé notre chemin tout seul. Alors dites-nous, si vous devrez composer une chanson sur le Togo, que direz-vous par exemple dans cette chanson? Écoutez, moi il y a le Togo de l'époque et il y a le Togo d'aujourd'hui. Bon. Le Togo d'aujourd'hui, par exemple. Le Togo d'aujourd'hui, je pense que, en tout cas, de ce que je peux pas en tout cas, je n'aurais pas la prétention aujourd'hui de dire que je connais vraiment le Togo d'aujourd'hui, parce que je le redécouvre. Et je reviens ici, et je reviens d'ailleurs pour des projets concrets. J'ai envie de mettre en place des choses sur les questions d'éducation. Donc c'est aussi pour ça que je suis en visite ici. On est venu avec la délégation France-Togo. Conduite par Éric Fabre. Voilà, avec Éric Fabre, pour remettre un prix littéraire hier. Et puis on a été dans plein de villages pour rencontrer les gens au niveau dans les petites écoles et tout ça. Et donc moi j'ai envie d'agir sur l'éducation des femmes au Togo. Disons ce que vous avez appris. De toute façon, vous avez dit tout à l'heure que depuis la France, vous suivez un peu l'actualité sociopolitique au Togo. Donc si vous devriez composer une chanson sur l'actualité sociopolitique, prenons-le comme ça, au Togo ici, peut-être pour exprimer vos vœux, pour dénoncer des situations, ou pour encourager certaines choses, que direz-vous dans cette chanson? Je pense que vous avez tout dit tout à l'heure sur le plateau.
de ce que moi je pourrais dire dans une chanson. Parce que moi, je suis un rappeur engagé, depuis toujours. Donc, j'ai trouvé que de demander aux gens, aux officiels, de rendre des comptes au peuple, c'est l'argent du peuple. On doit rendre des comptes au peuple, c'est impératif. Les gens tous les responsables à qui on confie un projet, il doit y avoir un responsable qui est identifié. On lui dit, s'il y a des malversations, c'est vous qui en prendrez les responsabilités. Ça veut dire que vous serez condamné, vous serez emprisonné. Et bien, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a des gens qui prendraient leurs responsabilités, qui géreraient autrement les affaires publiques. Et je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens. J'ai mon ami qui m'a accompagné là, qui disait une phrase qui m'a vachement marqué et qui est révélateur d'ailleurs de ce qui se passe, c'est que j'ai vu que les routes, par exemple, il y a eu une grosse évolution sur la construction des routes et l'état des routes. Mais il reste encore énormément de chemin. Et il disait une belle phrase, il disait que la route du développement passe par le développement de la route. C'est exactement ça. Et donc moi j'exhorte le président, si d'aventure il nous regarde, ou son entourage, à continuer à faire cet effort dans cette direction-là, et qu'il y a des endroits où qu'on a parcouru, où je trouve que pour des points stratégiques, comme le barrage par exemple c'est vers le Bénin, là, vers la frontière de Nambeto. Voilà, quand vous avez une partie qui a été faite par le Bénin, qui est goudronnée, et que vous devez parcourir 8 ou 10 km du Togo, et que mais vous faites un safari, c'est une honte, alors que ce sont des endroits qu'on pourrait développer, faire du tourisme, faire venir des gens de l'étranger pour faire visiter ces endroits-là et construire des choses qui pourraient servir à l'expansion du pays et à l'économie du pays. Donc tout ça, je pense qu'il serait opportun que nos autorités prennent acte de ça et fassent les efforts nécessaires. Alors, d'abord, je suis heureux que vous constatez, comme nous tous, qu'il y a des évolutions dans le bon sens, même s'il y a aujourd'hui encore beaucoup de choses à faire. Mais ma question, Manuel Valls, qui est le Premier ministre français, démarre une tournée en Afrique et il va arriver au Togo prochainement. Vendredi, beaucoup voit en cette visite un renouveau de la coopération entre la France et le Togo et une confirmation en fait des efforts de gouvernance qui se font au Togo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi j'ai fait un discours il n'y a pas très longtemps justement au Conseil économique et social, parce qu'on a travaillé sur une saisine gouvernementale sur les nouvelles, on a été saisi par le gouvernement pour travailler sur des propositions pour les nouvelles politiques de la France, les nouvelles politiques de coopération française avec les pays du Sud, dont l'Afrique. Et effectivement, ça a été une saisine qui nous a emmenés loin, qui nous a permis justement de faire des propositions, des contre-propositions. Et en plus, c'est ça qui est intéressant, qu'il y ait des gens comme nous qui soient d'origine africaine, qui soient aussi dans les institutions là-bas, c'est qu'on est enclin aux réalités du terrain et donc à proposer des choses peut-être plus adaptées que des gens qui, eux, sont à l'extérieur et observent ici, et dont certains d'ailleurs ont toujours l'esprit colonial, une observation coloniale de l'Afrique. Et nous, on se bat pour leur dire que c'est terminé cette époque-là. Le noir qui est inférieur au blanc, c'est terminé cette époque-là. Nous, notre génération, elle n'acceptera plus qu'il y ait des gens qui viennent nous donner des leçons ou qui se servent de la coopération pour venir coloniser nos pays ou pour pouvoir piller de meilleure manière les richesses du pays. Malheureusement, ça continue, malheureusement, on le voit. Mais on va se battre, parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui est installé depuis longtemps, il faut des années pour les désinstaller. Et il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. Il y a encore une partie des anciens qui sont encore là, qui ont encore malheureusement cet esprit-là. Les conservateurs. Exactement. Mais peu à peu, je pense, moi en tout cas je suis optimiste quand je vois ce qui se passe, quand j'observe votre émission, quand je discute avec certaines personnes dans la rue, je pense qu'il y a une évolution qui se met en place. Alors j'ai deux chiffres à vous donner. Les exportations françaises, le Togo aujourd'hui représente 353 milliards d'euros. Alors qu'en retour, le Togo n'importe que 9,3 milliards aujourd'hui. Ce qui quand même fait un grand gap dans la relation économique entre le Togo et la France. Quelle perception vous avez de ces chiffres-là et quelles sont les actions aujourd'hui à mener par le Togo pour avoir des relations d'échange plus équilibrées avec la France? Vous savez, il y a déjà un recul. À l'époque, c'était 2 à 3 fois plus
les exportations, justement. Ce que la France emmène au Togo, c'était bien plus que ça à l'époque. Aujourd'hui, les Chinois sont arrivés, il y a les Brésiliens, vous avez les pays émergents qui, eux, arrivent aussi ici. La seule chose, effectivement, donc, il y a eu un recul quand même de l'influence française dans beaucoup d'endroits, dans d'anciennes colonies françaises d'ailleurs. Donc ça, ils en sont conscients. La France en est consciente. S'ils veulent reconquérir les choses, il faut qu'ils comprennent aussi que on ne peut plus être dans cette approche, justement, coloniale. Ça, c'est ce que moi j'ai apprécié dans le discours, dans mes discussions que j'ai pu avoir avec François Hollande, avant la campagne, et au moment de la campagne, c'est qu'il ne voulait plus du tout avoir cette approche coloniale. Et ça, c'est un truc important. Vous pensez qu'il a fait au cours de son mandat? Pardon? Vous pensez qu'il a tenu sa parole au cours de son mandat? En tout cas, parce qu'après, ça soit l'élection, on a vu que vous l'avez critiqué après, mais après vous êtes revenu vers lui. Ah non, mais moi je l'ai critiqué à un moment, parce qu'à un moment, il parlait plus des quartiers populaires. Ça, les banlieues qui voilà. Moi, je me suis engagé avec lui sur une seule chose. Nos discussions étaient très claires lorsque j'ai déjeuné avec lui, lorsqu'il m'a demandé de m'engager avec lui, que j'ai déjeuné avec lui. Je lui avais dit, moi, je ne cherche rien. Je ne cherche pas un poste, je ne cherche rien du tout. La seule chose, c'est la question des quartiers populaires sur laquelle je travaille depuis longtemps. Si vous pensez que ça sera un point central dans votre campagne, eh ben, dans ce cas-là, je m'engage avec vous. Vous êtes engagé. Et vous allez être fier ou vous le regrettez aujourd'hui? Ah non, mais moi je ne regrette absolument rien. Vous savez, c'est une des plus belles expériences qu'on vit dans une vie. C'est ça, c'est être à l'intérieur du truc, de partir. Parce que moi, quand je suis parti en campagne avec François Hollande, il était à 4% dans les sondages. Et on a fait le boulot, on a construit les choses, et alors que personne n'y croyait, et il les a battus. J'ai été approché par les gens qui travaillaient avec Ségolène Royal, avec les autres candidats qui se présentaient à la primaire, pour venir les soutenir. Et j'avais dit que je m'étais déjà engagé avec Hollande, et la plupart se moquaient de moi en disant « Ah, t'es avec le loser !» Et je leur disais que vous allez voir que le loser, il va vous la mettre bien profond. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je leur disais. Et ben ça n'a pas loupé. Il leur a bien mis, et aujourd'hui il est président de la République, et une fois qu'il a gagné les primaires, c'est les mêmes qui ont rapatrié et qui sont arrivés en train de faire les lèche-bottes et tout ça. Mais ça fait partie de la politique. Ouais. Donc, moi je suis content d'avoir fait cette campagne, je suis heureux de ce qu'il a pu faire. Évidemment, tout n'est pas carré, tout n'est pas rose. Il y a des choses, des mesures, comme le droit de vote des résidents étrangers en France, qu'il aurait dû mettre en place, qu'il n'a pas fait. Ça, pour moi, c'est une très grande déception. Sur la question des quartiers populaires, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Bon, ils ont essayé, on ne rattrape pas en 5 ans les déficits de 30 ans, de politique de 30 ans. Donc, il a essayé ce qu'il a, lui, il a essayé de faire des choses. Maintenant, il faut du temps. Il y a les élections qui arrivent, ça va être compliqué, mais en tout cas, il faut du temps pour faire bouger les choses. Parlant d'élections, vous avez dit tout à l'heure que vous avez connu le Gabon, le Togo, deux pays où les peuples courent derrière l'alternance depuis... disons 50 ans. Vous avez suivi certainement la dernière le processus électoral, le dernier processus électoral au Gabon. Comment voyez-vous l'alternance dans ces pays, au Gabon ou au Togo? Ah, alors, question piège quand on est en Afrique. Pas du tout. Mais vous êtes libre de répondre au loin. Vous êtes libre de répondre au loin. Non, mais il va répondre. Non, bien sûr que c'est quand même un Africain engagé. Moi, je vais vous dire sincèrement, du fond du cœur, ce que je pense, c'est que l'alternance a toujours quelque chose de positif pour toutes les démocraties qui se respectent. Parce que vous soyez de gauche, de droite, du centre, il y a toujours des bonnes choses qui se font d'un côté comme de l'autre. Il y a juste les extrêmes que moi j'évite. En France, on a le Front National qui est en train de monter. Ouais. Ça vous inquiète, dangereux. Ça m'inquiète et c'est dangereux. Mais bon, après, l'histoire nous a appris que dans toutes les périodes de crise, les extrêmes ont toujours eu des beaux jours devant eux. Donc, on espère que la crise finisse par se résorber et qu'on arrive à construire quelque chose de positif et que ces extrêmes reculent. Mais j'aurais aimé, moi, que dans ces pays-là, les gens qui nous gouvernent depuis très longtemps laissent la place à d'autres, à une nouvelle génération, à d'autres qui ont envie de faire progresser le pays, avec d'autres personnes qui tiennent les manettes, et que on n'est pas dans des royaumes. Ou alors, dans ce cas-là, on décrète qu'on arrête la République, et
on se remet dans un royaume. Ça se voit bien qu'ils ne veulent pas partir. À votre avis, comment vous voyez l'alternance dans ces pays? Comment est-ce que l'alternance peut survenir? Vous parlez d'issue? Oui, comment est-ce que, bon, finalement, parce qu'on voit bien que les élections n'arrivent pas à créer des conditions pour l'alternance. On a vu au Gabon récemment, au Togo. Bon, alors, c'est quoi la solution? C'est quoi l'issue? Oui, mais les oppositions, dans chaque pays déjà, devraient se poser des questions quand vous avez 20 organisations de l'opposition. Comment vous voulez qu'il y ait alternance? Il ne peut pas y avoir alternance. Parce que tout le monde est divisé. Il suffit que on arrive, et vous savez la cupidité de l'être humain, ce que c'est. Donc, il suffit qu'on glisse quelques billets à certains, ils font autre chose. C'est ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas un parti d'opposition fort, avec des gens incorruptibles, comment vous voulez qu'il y ait alternance? Ça continue à faire le jeu de ceux qui ne veulent pas le changement. Donc, j'espère que les uns et les autres, que ce soit ici ou au Gabon, prennent aussi acte de ça et avancent, et que les peuples sachent que c'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Il faut que des fois, malheureusement, toutes les conquêtes positives qui se sont faites parfois malheureusement dans le sang. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à se sacrifier pour que les choses bougent. Parce qu'on ne peut plus accepter les choses. Une question intéressante, c'est la question d'opposition, ce qui l'anime aujourd'hui. Au Togo, aujourd'hui, nous avons 110 partis politiques, ce qui complique un peu. Plus de 100 partis. Plus de 100 partis. Mais comment vous voulez qu'il fasse une alternance avec 100 partis? Même en France, qui est bien plus grand que le Togo, on n'a pas autant de partis. Au même moment, on ne peut pas empêcher, par exemple, le pouvoir de financer la naissance de nouveaux partis. Mais revenons à vous. Vous avez la question, Marc avait une question posée, oui. Ah, oui, excusez-moi. Je voulais savoir, dans des pays où on a 110 partis, par exemple, quelle perception vous avez de l'opposition aujourd'hui? Nous avons une opposition avec tout ce qu'on peut lui reprocher, qui est aujourd'hui assez dynamique, qui fait des marques, qui essaie de mettre la pression sur le gouvernement, notamment sur les questions de réforme. Quelle est votre perception de l'opposition togolaise aujourd'hui, par exemple? Mais vous avez tout dit vous-même quand vous parlez de 110 partis. 110 partis, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Tout le monde veut être plus royaliste que le roi. Bon, il y a un souci. Il faut, à un moment, qu'il y ait une concertation, que chacun comprenne que son intérêt est dans l'organisation, dans la structure, dans la solidarité et dans la marche vers le même mouvement. Sinon, personne ne... Même en France, même quand des fois les gens ont des divergences, parfois, à un moment, ils comprennent que pour faire bouger les choses, il faut se réunir. Donc, à un moment, il y a une union qui s'est faite pour le peuple, pour qu'il y ait des choses positives qui en émergent. Sinon, il n'y a personne qui est capable de gagner des élections contre un parti qui est en place, tant qu'il n'y a pas cette solidarité-là. Et j'espère que les uns et les autres comprendront que peut-être que pour eux-mêmes, dans l'immédiat, ce n'est pas une bonne chose, mais pour leurs enfants et les futures générations, c'est impératif qu'aujourd'hui, ils s'organisent autrement et arrêtent de penser à leur poche, mais plutôt de penser à leurs proches. Merci. Oui, justement, je parlais de vous. Vous avez dit que vous êtes au Togo pour des projets sociaux. Est-ce que, en dehors de ces projets sociaux, est-ce que vous voyez peut-être aussi un destin politique, revenir jouer un rôle politique sous les tropiques? En fait, vous cherchez à m'envoyer... Non, c'est des questions totalement innocentes. Des questions totalement innocentes. Peut-être au Togo ou au Gabon, moi aussi. Voilà, mais bon, on ne sait jamais. Écoutez, moi, ce que je fais en France me plaît beaucoup. J'aurais pu avoir des postes bien plus importants que le Conseil économique et social et environnemental. On m'a proposé plein d'autres choses depuis 2006. Depuis 2007. Lesquels par exemple? J'aurais pu être secrétaire d'État si j'avais envie, j'aurais pu être... j'aurais pu avoir des postes très importants que j'ai refusé parce que déjà d'une, je me voyais pas du tout, jusqu'à présent en tout cas, m'enfermer dans un bureau. Je suis un artiste, je suis quelqu'un de libre, j'ai besoin de m'exprimer, comme j'interviens en plus beaucoup à la télé en France. Après, on est tenu par le devoir de réserve, et moi, j'avais pas envie de ça aussi, donc c'est aussi pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai refusées. Donc, garder ma liberté,
la plus absolue. Maintenant, plus j'avance, quand j'observe les choses, comment elles se passent, plus je m'implique. Même si j'étais très impliqué, j'ai envie de m'impliquer peut-être encore plus. À condition que ça ait un sens. Je m'implique plus parce que je vois que ce que je fais par exemple au Conseil économique, ou ce que j'ai fait avec mon association Banlieues Actives en France, et quand on conseille les politiques, et que des fois ils écoutent pas, mais en tout cas, nous on est sur le terrain, on est des gens de terrain, on est capable d'apporter des solutions concrètes qui peuvent faire bouger les choses. Donc, si ça peut servir à quelque chose, oui, pourquoi pas, mais il faut le faire intelligemment, il faut que ça soit avec des progressistes, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Si c'est faire des choses avec des conservateurs, ça ne m'intéresse absolument pas. Le monde évolue, soit on évolue avec, soit on va prendre un retard énorme, et on va continuer à être sous la mainmise de puissance économique. Quand vous voyez ce qui s'est passé, quand vous avez parlé de l'aéroport, je suis désolé, comment les Chinois qui sont là ne respectent pas, parce qu'on ne nous respecte pas. Quand on met des matériaux vieux, quand on vend à un pays, quand on prend des milliards pour leur vendre des trucs de seconde ou de troisième zone, il y a un problème, on ne se fait pas respecter. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient mis en place, qui se fassent respecter et qui leur fassent comprendre que la corruption, c'est terminé. Alors, dans la situation du Togo, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre association? Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste... Quels sont vos projets pour le Togo? Vous pouvez faire pour faire bouger les choses, pour faire permettre de respecter les Togolais aujourd'hui? Alors, j'aurais aimé avoir une séance avec le président. Alors, est-ce que vous l'avez vu quand vous êtes arrivé? Vous êtes dans le vendredi, vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu le président et on n'a pas vu non plus on n'a pas vu non plus le Premier ministre. J'aurais aimé les rencontrer pour discuter avec eux. Mais fallait solliciter une audience. Alors, je crois qu'il y a une audience qui avait été sollicitée par l'association. Mais qu'est-ce que vous leur auriez dit? Qu'est-ce que je leur aurais dit? J'aurais d'abord, la courtoisie veut qu'on salue dans un premier temps les efforts qui sont faits parce qu'ils sont visibles, on les voit. Par contre, il y a encore énormément de carences, il y a encore du boulot à faire. Donc, comment nous, on peut apporter notre concours pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses? Comment, effectivement, avec le peuple togolais, la question de l'éducation, elle est fondamentale. Moi, c'est là-dessus. C'est Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Et il faut qu'on travaille beaucoup sur la question de l'éducation, la culture, le sport. Le sport, c'est une vitrine pour le monde entier. Vous suivez les actualités sportives? Mais bien sûr, mais oui, mais il y a des bailleurs d'ailleurs qui auraient dû venir à Lyon il y a pas longtemps, et ça a été un fiasco. D'ailleurs, j'avais poussé un coup de gueule moi sur iTélé par rapport à la manière dont les choses ont été faites, parce que ça a été irrespectueux leur manière de faire à Lyon. Donc voilà. Donc il y a des choses à faire, il y a plein de choses à construire. Donc que chacun de nous, qui sommes peut-être à l'étranger aujourd'hui, apporte son concours pour essayer de faire bouger les choses dans la société civile dans un premier temps. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire sur la question de l'éducation des femmes, l'éducation des jeunes filles, surtout dans les villages, parce que c'est les endroits où ils ont encore moins accès aux choses. Et donc, faisons ce travail-là, et j'espère que le gouvernement va poursuivre cet effort de nettoyage des gens qui prennent l'argent public et qui s'en servent pour leur bien personnel. Il faut faire ce nettoyage-là. Alors, vous séjournez au Togo depuis vendredi dernier, vous savez dans quel cadre? On est venu à la base, dans le cadre avec l'association France Togo. L'idée, c'était justement de faire un tour avec d'autres. Il y a des gens parmi nous qui ont déjà construit des écoles dans certains villages et qui sont venus avec nous pour voir comment les choses évoluent, pour voir aussi comment les uns et les autres peuvent apporter leur concours aussi pour faire bouger les choses. Et il y avait un prix littéraire aussi qui devait être décerné hier à l'Institut français ici. Ça a été fait avec l'ambassadeur et puis le ministre de la Culture. Et donc voilà, on est là à la base dans ce cadre-là. Mais moi j'ai voulu venir aussi parce qu'au départ je devais aller en Chine. On était invité avec le Conseil économique. On était deux du Conseil économique à avoir été invités par
le gouvernement chinois. J'aurais dû être là-bas et voilà, j'ai préféré venir ici parce que j'ai un projet aussi sur lequel je travaille pour ici, pour le pays, pour justement l'éducation des jeunes filles. Et vous avez profité pour avancer un peu sur le projet? Oui, absolument. Oui, j'ai fait du repérage. Là, on va continuer là, à faire du repérage aussi. Alors, le projet d'éducation des jeunes filles, ça va consister en quoi exactement? Alors, écoutez, pour l'instant, on travaille sur la structure. Dès que je rentre à Paris, on boucle la partie administrative. Et après, on va voir comment les choses vont se décliner. C'est pour ça que c'était intéressant aussi de venir voir ce qui se fait déjà. Comment on peut être complémentaire sur ce qui se fait déjà. Et dans le même temps, comment on peut innover en apportant aussi d'autres choses. Donc, pour l'instant, j'ai pris des notes. Et je ferai une synthèse de tout ça une fois rentré à Paris dès vendredi. Et je verrai comment on peut emmener quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous êtes parti à Koumadamé, au village? Pas encore. Quand vous êtes arrivé? Pas encore, malheureusement pas encore, parce qu'on était en déplacement, on a parcouru un peu pas mal de villes avec l'association et tous les membres de la délégation. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais moi-même aller un peu dans d'autres endroits, dont le village natal de ma maman. Oui, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore quelques minutes devant? Oui, on en a encore 2-3, oui. 2-3, ok, bon voilà. Ma question était de voir, bon, quand vous parlez d'éducation, je vais revenir un peu sur sa question, quand vous parlez d'éducation, en dehors de construire des écoles, ainsi de suite, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans comme message? Quel sera le message en fait que vous allez véhiculer aux filles, en tout cas à ceux qui seront bénéficiaires de vos projets? Est-ce que ça va être peut-être un changement de mentalité? Quel sera le message, le fond en fait? Je pense qu'il y a une grande campagne d'information à faire sur la question de l'éducation des jeunes filles. Selon les chiffres de l'OCDE, vous avez 91%, ça c'est théorique, 91% des jeunes filles qui sont scolarisées désormais en Afrique subsaharienne. Sauf que, à partir de la fin du primaire, le chiffre est éloquent, le recul est juste phénoménal. Il y en a très peu qui, passé le primaire, continuent leurs études. Donc, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Parce que moi, je suis convaincu que le jour où les femmes s'élèvent dans une société, l'ensemble de la société s'élève. J'en suis convaincu. Parce que la question de l'éducation, avant tout, en plus nous qui sommes dans des sociétés plutôt matriarcales, on voit bien que ce sont les femmes qui transmettent l'éducation à la base. Donc si les femmes sont instruites, si elles sont éduquées, elles vont pouvoir le transmettre plus facilement aux enfants. Parfois aussi, les femmes incarnent l'extrémisme. Oui, mais beaucoup moins que nos hommes. Hein. Parce qu'on est quand même. Oui, bon, pareil. Oh, Marine Le Pen, elle vaut même pas la peine. Franchement, voilà, c'est même pas moi, ces gens-là m'intéressent même pas. Donc, mais globalement, je vois même avec mes enfants, moi, je bouge beaucoup, je travaille pas mal, et du coup, c'est vrai que c'est leur maman qui fait les devoirs avec eux, qui fait la plupart des activités, bon, à part les activités sportives où j'essaye aussi d'être, voilà, mais c'est elle qui transmet le plus de choses dans un premier temps. Donc, je pense que si on arrive à élever nos femmes, en tout cas à leur permettre de prendre de la hauteur dans la société, l'ensemble de la famille va s'élever. Et j'ai la conviction là-dessus. Alors vous êtes en contact avec les associations ici sur place? Alors il y en a pas mal là avec lesquelles on a bossé, qu'on a rencontré là. Les structures avec lesquelles, certaines personnes avec lesquelles on est venu, aussi on a été visiter ce qu'ils ont mis en place. Et il y a de très belles choses qui se font, quoi. De très belles choses. Et il faut qu'on soit complémentaire de ces actions qui sont déjà mises en place, mais aussi qu'on apporte de l'innovation. Parce que j'avais un autre projet à la base, moi, pour le Togo, qui est sur lequel c'était normalement, je voulais monter un centre art, culture, sport, éducation. L'un n'exclut pas l'autre. Oui, non, mais tout ça, moi, je voulais mettre en un lieu pour que tout ça soit... Justement, c'est parce que tout ça, c'est une chaîne. Et donc, pour faire en sorte qu'à un moment ou un autre, le Togo puisse rayonner, peut-être dans 10, 15, 20 ans, c'est un investissement à long terme, à l'extérieur, sur tous ces sujets-là. Mais bon, c'est des choses qui demandent énormément de moyens. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça de côté. On va d'abord travailler sur la question de l'éducation des jeunes filles. Et puis,
au fur et à mesure, on essaiera en France. Je vais organiser un gros événement en France avec plein d'artistes, des personnalités de la télé, radio, acteurs et tout ça. Pour réunir les fonds. De réunir les premiers fonds pour essayer de mettre en place, de démarrer les choses ici. Alors, vous permettez, le temps passe aussi. Vous êtes actif dans le monde sportif aussi, mais on voit que vous n'apportez rien à la Fédération de football. L'équipe va aller bientôt au Gabon. Alors, quel sera l'apport de Ross en tant que Togolais d'origine? Si le ministre des Sports me sollicite, je lui apporterai mon concours avec le plus grand des plaisirs. Surtout que je disais tout à l'heure que le sport est un vecteur. Mais vous le faites de façon automatique. Vous pouvez décider de venir distribuer les maillots, les crampons au club de D1 ici. Oui, ça c'est une chose, mais je veux dire, c'est pas le. Sincèrement, vous êtes encouragé à faire des choses lorsque vous savez que ça sert à quelque chose au niveau qui reste aussi la vitrine des choses. Moi j'ai eu honte en France, et pourtant chacun peut vous le dire, j'ai la fierté, je le revendique partout où je vais, sur tous les plateaux, de mes origines togolaises, de ma nationalité togolaise. D'ailleurs j'ai gardé ma nationalité togolaise pendant des années. Mon passeport, je viens de faire mon passeport français il y a 3 semaines de ça. J'ai toujours gardé mon passeport togolais parce que j'ai cette fierté là. Mais parfois, j'ai honte quand je vois ce qui se passe dans notre pays. J'ai honte. Sur quel domaine, par Donc, exemple? ne serait-ce que sur le domaine sportif, ce qui s'est passé à l'époque. Quand notre équipe se fait tirer dessus, Oui, à Kabeda. et qu'on est sanctionné en plus sur la CAN suivante, et qu'on nous interdit de participer à la CAN suivante par rapport à ce qui s'est passé, le gouvernement, je suis désolé, des fois il faut faire de l'ingérence, aurait dû se lever à ce moment-là et taper fort sur la table et dire que c'est inadmissible qu'on se fasse tirer dessus et qu'en plus on soit sanctionné. Cette fédération, avec celui qui le dirige là, Il avait fait. Le premier ministre avait réagi. Ils ont essayé. Le premier ministre avait réagi sur la télévision. Ils ont essayé. Oui. Justement, j'ai eu la discussion avec lui parce qu'on l'a rencontré. Il nous a reçus il y a 3 jours de ça. Quelqu'un que je trouve d'ailleurs qui a un bel état d'esprit, qui est progressiste. Et je pense qu'avec des gens comme ça, il aurait fallu mettre des équipes autour qui soient aussi dans cette dynamique de progression pour que les choses évoluent. Et j'ai trouvé que c'était ça m'a profondément attristé. Je dis, le sport, c'est une vitrine pour tous les pays du monde. Pour tous les pays du monde, c'est une vitrine énorme. Nous devons soigner notre équipe nationale et virer tous les corrompus qui prennent l'argent que les fédérations internationales envoient pour les joueurs, les primes des joueurs qui sont séquestrés par des gens. Des coupeurs de route, comme on les appelle ici. Qui dirigent ces instances-là. Je suis désolé, tout ça renvoie des images honteuses. Cette affaire a fait un grand bruit en France à cette époque-là, et moi j'ai eu honte de ça. Ok. J'ai eu- Le monde n'est pas de revient. Si de chercher de faire la caméra, tant mieux, mais s'il veut me passer, vous aussi, tant mieux. Alors, on se le coup de faire. Ok, il s'est pris de laisser faire alors. Non, je te ferai un acapella en privé tout à l'heure si tu veux. Dans l'émission qu'il a Mais sa je fin. pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et j'ai vraiment envie d'encourager mes compatriotes togolais à poursuivre les efforts qui sont faits. À vous qui êtes des observateurs et qui aussi vous battez pour que les choses changent, à continuer. Moi je vous encourage, j'ai vraiment adoré cette émission, je regardais la première partie tout à l'heure, je salue le travail que vous faites, je salue le travail d'investigation qui est fait. Il faut continuer dans cette voie-là parce qu'il n'y a que par le contrôle qu'on arrivera à diminuer la corruption et à faire avancer le pays et à l'élever et à avoir la fierté de notre pays. Ça passera que par ça, et c'est un message aussi pour nos autorités. Et le Togo était un beau pays, c'était la Suisse africaine. Il faut que le Togo redevienne cette Suisse africaine avec sa fierté. Merci à Rostov, merci à Maxime Dominier de l'Alternative, merci à Marc Abouflan de l'éliteafrique.com, mesdames et messieurs, merci, nous avons suivi Talk de ce Vessi, octobre 5e. Nouveau rendez-vous vendredi, même heure, 10h temps universel. La rediffusion c'est à 22h30 sur LCF City FM et aussi sur le www.lcftogo.com. Bonne journée.